Merci, Monsieur Kadiri. Alors, très content, très ravi d'être présent parmi mes frères et sœurs on partage un métier pas facile. Je vois qu'on m'avait donné la charge de présenter une question très bien réfléchie, bien proposée par le comité d'organisation, à leur tête, Dr Azizi, que je salue vivement. Et comme vous voyez là, je vais vous mettre dans le bain d'un scénario d'un film à plusieurs scénarios. Donc en général, c'est une pathologie qui est bénigne si on fait le bon diagnostic. Si on fait le bon diagnostic, une petite entorse. Donc, pardon, c'est juste pour la petite entorse. Alors, donc si on met si on fait le diagnostic d'une hypertension, ça doit être. Là, je peux m'asseoir parce que. Je présente. J'ai une. Tout à l'heure, c'est bon. C'est là. Là, c'est pas grave si on peut faire ça. Excusez-moi. Alors donc on peut faire c'est une pathologie bénigne si on fait le diagnostic, et ça peut être une pathologie grave si on oublie le diagnostic, comme ça peut être une pathologie qui est tueuse. Alors, on va pas traiter des chiffres, on va traiter par contre un terrain. Et donc enfin cette question-là de piège veut dire qu'il y a une responsabilité. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège pour ne pas omettre un diagnostic et le diagnostic de l'HTA et donc un pronostic. Enfin, le médecin reste l'acteur dans ces scénarios-là. Hein? Donc finalement, toute la responsabilité va revenir au médecin pour ce scénario-là. Alors cette responsabilité, elle est partagée par trois acteurs. Alors le premier acteur, c'est le matériel dont on dispose au cabinet. Le deuxième acteur, c'est le médecin lui-même. Et le troisième acteur, c'est le patient. Donc finalement, quand on va traiter l'hypertension artérielle, il faut faire attention pour ne pas traiter une fausse hypertension par excès. Et non plus, il ne faut pas sous-estimer une tension qui est jusque-là méconnue. Alors, on va commencer par le premier acteur dans ce film-là, qui est le matériel, le tensiomètre. Donc, pour faire un bon diagnostic de l'hypertension artérielle, il faut avoir un bon tensiomètre. Alors, les recommandations récentes de 2021 de la Société européenne de l'hypertension artérielle pour la mesure de la pression artérielle au cabinet et en dehors du cabinet stipule une méthodologie de mesure inadéquate de la pression artérielle ou l'utilisation de mesures de la pression artérielle imprécises peuvent conduire soit à un surdiagnostic et à un traitement qui est inutile, soit à un sous-diagnostic entraînant alors un risque accru de maladies cardiovasculaires évitables. Donc là, les sociétés, toutes les sociétés en fait internationales, ils ont leur site sur lesquels on peut voir quels sont le matériel qui est validé. Dans notre contexte, on est obligé de suivre les Européens puisqu'on n'a pas de site dédié pour ça. Et dans le monde, il y a plus que 4000 dispositifs, mais il n'y a que moins de 10% qui sont valides. Alors, ce qui est validé au cabinet, c'est en fait ce qu'endossent les sociétés. Je donne exemple, par exemple, la Société française d'hypertension artérielle, elle propose de privilégier la mesure électronique de la pression artérielle, c'est-à-dire au cabinet. Maintenant, fini l'auscultation pour la tension artérielle, mais plutôt utiliser le tensiomètre électronique oscillométrique de la pression artérielle dans le cadre de diagnostic
et le suivi des hypertendus au cabinet médical et bien sûr aussi en ambulatoire. Donc, première condition pour faire le bon diagnostic, c'est avoir un bon tensiomètre. Et là, le petit piège, c'est avoir un mauvais tensiomètre et donc un manque de précision. Le manque de précision va se voir chez l'enfant. Le manque de précision aussi va se voir en cas, par exemple, d'arythmie. Une fibrillation atriale, vous allez voir que, comme pour le saturomètre, on va avoir une oscillation de la tension artérielle en cas d'arythmie, par exemple. Donc, on va avoir parfois des chiffres élevés, parfois des chiffres bas. Et bien sûr, une grande limite aussi, c'est les patients qui sont trop obèses et qui ont un gros bras, et donc avec un périmètre et une circonférence qui dépasse les 42 cm. Alors, comment pallier à ça pour ne pas tomber dans le piège? Alors, pour l'enfant, la méthode auscultatoire, là, elle est privilégiée. C'est-à-dire que pour les enfants, il vaut mieux ne pas utiliser l'électronique et plutôt utiliser soit la méthode juste simple, palpatoire, ou bien la méthode avec un stéthoscope. Alors, pour les patients qui ont une arythmie, par exemple, où le rythme il est irrégulier, il faut faire une moyenne de 5 mesures au lieu de 3 mesures et faire la moyenne de ces 5 mesures. Et si vous avez des patients qui sont obèses, il faut dans le cabinet ou dans le service à l'hôpital, il faut avoir un brassard de taille large et ex-large, ou voire même préciser la forme conique du brassard. Au lieu de la forme rectangulaire, vaut mieux pour les sujets très obèses avoir un brassard conique. Et bien sûr, il y a aussi des dispositifs. C'est vrai que les dispositifs de bracelet, de poignet et digital sont moins précis, mais il y a certains dispositifs électroniques valides au poignet qu'on pourrait utiliser dans cette situation. Alors ça, c'est le matériel, et donc je pense qu'on peut corriger un peu les erreurs diagnostiques en se dotant d'un bon matériel. Maintenant, la responsabilité de médecin dans le diagnostic ou le faux diagnostic de l'hypertension artérielle, c'est quand même, si j'ose dire, c'est le premier acteur dans ce film-là, si ce n'est pas le réalisateur de ce film-là qui pourrait être dramatique. Et donc là, le premier frein, c'est le temps. Alors, on sait très bien que c'est des patients où il faut être un peu patient par rapport à la prise de tension artérielle. Alors, une étude a été faite en France et a montré que, en fait, la durée de consultation ou des visites s'établit à 16 minutes en moyenne. Alors, un médecin généraliste, il fait 22 consultations par jour de 17 minutes en moyenne. Donc, vous voyez comment ils travaillent les généralistes, les généralistes en France. J'imagine que ici, dans notre contexte, on voit beaucoup plus de malades, surtout pour les médecins qui se sont installés depuis une longue date. Alors, les recommandations, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent 5 minutes de repos pour mesurer la tension, 4 minutes de mesure assis, 3 minutes mesure debout. Et combien il vous reste dans ces 17 minutes de moyenne? Il vous reste 5 minutes pour faire de l'anamnèse, pour faire du déshabillage du patient et pour expliquer au patient et pour lui prescrire une ordonnance. Vous voyez qu'il y a un décalage entre normalement un patient qui est suspect d'avoir une hypertension artérielle ou bien une hypertension artérielle qui est traitée et qui vient chez vous pour un contrôle et les recommandations. Donc, vous voyez que pour prendre une bonne tension, il vous faut au moins 15 minutes. Et là, si on va réserver 15 minutes juste pour le repos et mesurer debout et assis, là, il va vous prendre 40 minutes pratiquement pour faire un bon diagnostic, chose qu'on ne peut pas en vouloir les médecins pour ça. Et donc là, il y a aussi l'autre paramètre qui rentre en jeu, c'est qu'une étude britannique a été faite. Elle a montré qu'en fait, quand on mesure pour le même patient, quand le médecin, c'est lui qui va mesurer par exemple la tension, il va trouver par exemple 15. Si l'infirmier ou l'assistant la contrôle ou l'a fait avant lui, parce qu'il y a moins de stress pour le patient, elle va trouver une tension avec des chiffres moins. S'il le fait chez lui, encore beaucoup plus moins. Et donc là, il faut normalement ne pas se baser que sur votre mesure pour poser le diagnostic de l'hypertension artérielle ou pour modifier l'ordonnance d'un patient qui est
l'ordonnance d'un patient qui est déjà traité pour une hypertension artérielle. Alors le deuxième piège, et je pense que c'est un piège aussi involontaire puisqu'il est chronophage, il va vous prendre de temps, c'est qu'il vous faut aussi faire un examen qui est complet. Un examen complet pour voir la différence de la pression artérielle entre les deux bras. Trouver, par exemple, si on va s'appuyer juste sur un seul bras et que le patient, il a par exemple une maladie artérielle un peu avancée, un diabétique ou un patient qui a une coarctation de l'aorte, vous allez trouver une tension ici normale et vous allez trouver une hypertension dans l'autre bras. Et donc là, systématique, il faudrait au moins dans les premières consultations faire la tension au niveau de deux bras. Et il y a une différence de pression artérielle supérieure à 20 mm de mercure. Là, ça va vous orienter vers plutôt une étiologie secondaire de l'hypertension artérielle et pas une hypertension artérielle essentielle. Aussi, une pression artérielle, il faut la prendre assis et debout. Une baisse de la pression artérielle systolique supérieure à 20 mm, on peut le voir chez qui? Chez les personnes âgées, les personnes qui sont polymédicamentées, les personnes aussi qui ont une dysautonomie du système nerveux autonome. Là, le fait d'avoir une hypotension avec l'hypertension artérielle, avec notre traitement antihypertenseur, ça peut aggraver les hypotensions orthostatiques. Au lieu que le patient vous fasse une lipothymie, il va vous faire carrément une syncope avec des chutes traumatiques. Aussi, il faut éliminer lors de votre examen ce qu'on appelle les pseudo-hypertensions ou bien les fausses hypertensions. Un patient, je vous donne l'exemple typique, et moi je suis rythmologue et donc je suis obligé de vous lancer quelques mots sur le rythme cardiaque. Les patients qui sont trop bradycardes, ils vont faire une hypertension artérielle ou bien une élévation de la pression artérielle un peu réflexe par ce qu'on appelle un phénomène de Cushing. Par exemple, nous, les patients qui viennent en bloc atrioventriculaire complet, ils ont toujours des chiffres tensionnels élevés. Une fois qu'on met le pacemaker, alors tout rentre dans l'ordre et les chiffres tensionnels, ils vont se corriger. Donc aussi, certaines maladies, comme par exemple l'insuffisance aortique, peut s'accompagner d'une hypertension artérielle et donc il suffit de traiter la valvulopathie pour avoir des chiffres corrects. Et il y a aussi les situations d'hyperdébit comme l'hyperthyroïdie qui peuvent s'accompagner d'une fausse hypertension artérielle. Alors ça, c'est ce que normalement le médecin doit faire au complet pour qu'il ne soit pas incriminé dans le piège diagnostique. Mais aussi, on a aussi la responsabilité, l'autre acteur dans ce film-là, c'est le patient. Et là, le patient, on sait très bien que tout stress, tout le fait de parler, le stress, l'activité physique, ils font élever un peu les chiffres tensionnels. Regardez sur ce tableau-là, par exemple, regardez la télé, ça peut augmenter de 0,5 mm de mercure. Le fait de manger ou de parler au téléphone, ça peut augmenter d'un point les chiffres tensionnels, par exemple, systoliques et diastoliques. Et là, une étude qui est intéressante, qui a vérifié en fait les prises de tension lors par exemple, je vous donne comme par exemple exemple simple, c'est pas très bien visible, mais je vais vous dire que par exemple le fait que le patient vous parle quand vous lui prenez la tension artérielle, il peut élever sa tension artérielle jusqu'à 20 mm de mercure. Le fait de ne pas poser, par exemple, les bras au même niveau du cœur, ça peut augmenter jusqu'à 25 mm de mercure de systolique et 19 mm de mercure de diastolique. Et donc là, il faudrait vraiment, c'est là l'intérêt de faire, justement, je ne vais pas faire un peu le rappel de tout ce qui est conditions, comment on fait pour les règles de mesure de tension. Je pense que vous pouvez facilement le retrouver. Mais ici, j'insiste surtout sur les quelques pièges et comment pallier à ces pièges-là. Ça veut dire, la moindre des choses, il faut demander aux patients de se taire quand vous prenez de la tension artérielle. Et donc là, l'intérêt de ne pas se contenter, même si on fait notre travail bien comme il ne faut pas se contenter juste de la mesure de la tension au niveau de cabinet, mais aussi en dehors des cabinets.
Maintenant, les définitions, c'est vrai que les définitions de l'hypertension artérielle universelle, elles doivent se baser sur des choses qui sont accessibles, qui sont faciles de dépistage. Et donc là, ces définitions, ils sont basées sur les consultations de cabinet. Cette hypertension, pré-hypertension, c'est des chiffres de 130 par exemple, 139 de systolique, c'est dans le cabinet. Aussi, les 3 grades de l'hypertension, c'est des définitions du cabinet. Après, il y a les définitions maintenant, les recommandations, ce n'est plus que ça, mais on rectifie un peu le tir sur des définitions beaucoup plus précises en s'aidant des autres moyens de mesure de la tension artérielle, que sont l'automesure, que le patient, donc on est obligé de dire au patient d'acheter un tensiomètre valide. Et là, c'est beaucoup plus simple pour le médecin, c'est un peu pas beaucoup plus simple pour le patient parce que ça coûte quand même et ce n'est pas remboursé par la mutuelle. Donc là, mais une fois que l'occasion se prête pour que le patient ait son tensiomètre à lui, il faut encourager les patients à faire les mesures chez eux. Et là, vous voyez que pour les mesures tensionnelles, ici, on est beaucoup plus exigeant par rapport au cabinet. Regardez, l'automesure, il suffit d'avoir 135 mm de mercure de systolique et 85 de diastolique pour considérer que c'est une hypertension artérielle. Encore plus si on demande par exemple le MAPA, et le MAPA on va le demander soit pour contrôler un traitement, soit que les patients par exemple chez qui on a un doute pour le diagnostic. Si on a un doute pour le diagnostic, il faut envoyer le patient pour faire une mesure ambulatoire de la pression artérielle qui va se faire un cabinet de cardiologue. Et donc là, on va lui brancher un tensiomètre. Il va partir, il va faire ses activités comme il le faisait. Et on va voir un peu les courbes sur les 24 heures. Là, regardez aussi, là ici, les chiffres sont beaucoup plus bas pour le critère de définition de l'hypertension artérielle. Une hypertension artérielle, je vous donne un exemple. Par exemple, la nuit, regardez, 120 mm de mercure la nuit, c'est l'équivalent de 140 140 au cabinet médical. Et donc là, c'est beaucoup plus intéressant chez tous les patients de faire au moins une fois une MAPA pour voir le profil tensionnel de ce patient-là. Là, je vous donne un petit cas clinique. Alors, pour voir un peu ce qui se passe en pratique clinique, un patient de 56 ans qui consulte pour un bilan annuel dans un cadre professionnel. L'examen cardiovasculaire, il est normal. C'est un patient qui est asymptomatique. Le CG, il est normal. On a fait quand même une échographie transthoracique, une petite fuite minime. Alors, il a une pression artérielle élevée aux 2 bras, plusieurs prises et à 2 consultations. À votre avis, est-ce qu'on va considérer ça? Elle avait une pression artérielle à 145 sur 92. Est-ce qu'on va traiter ou on va pas traiter, à votre avis? Un patient asymptomatique, est-ce que c'est sur les symptômes qu'on va décider de traiter ou on va demander un bilan? Bon, ce n'est pas le bilan. Moi, exprès aujourd'hui, j'ai exprès ne pas un peu détailler l'hypertension artérielle secondaire pour parler au moins juste des pièges classiques de l'hypertension artérielle essentielle, d'accord? Donc là, il faudrait quand même on est quand même à une HTA grade 1, donc c'est pas la grande urgence, et donc là, on a le temps de bien évaluer notre patient. Alors, quelle méthode choisir? Est-ce qu'on va choisir le MAPA ou on va choisir l'automesure? Dans tous les cas, chacune, il a ses avantages et ses inconvénients. L'automesure, il doit acheter un tensiomètre, alors qu'on n'est pas sûr qu'il a un diagnostic d'hypertension artérielle. On préconise l'automesure pour les patients hypertendus chez qui ils sont sous traitement et on va vérifier. Là, logiquement, on doit proposer une MAPA. Dans tous les cas, on ne doit pas proposer, par exemple, l'automesure chez un patient qui ne se sent pas motivé. Vous lui demandez plusieurs mesures, lui, il va vous donner une mesure sur 2. Donc, c'est un patient qui peut nuire à lui-même. Et non plus, vous ne devez pas
demander l'automesure à un patient qui est obsessionnel, anxieux, qui va mesurer, et il y en a beaucoup, et qui va mesurer la tension toutes les 2 heures. Et donc, la vraie tension ne va pas être, on va pas être sûr que c'est la vraie tension parce que à chaque fois, c'est un anxieux. Donc, à chaque fois, il va élever son système catécholinergique et donc, il va élever un peu la tension durant la prise de la tension. Donc, ça, c'est les mauvais candidats pour les automesures, les nonchalants et les obsessionnels et anxieux. Et donc là, on a demandé une MAPA chez notre patient. Je ne sais pas si c'est visible. Alors là, regardez, il y a les chiffres tensionnels, les MAPA, c'est en général, elle va nous donner des courbes, mais c'est surtout, il va nous donner des tableaux. Alors, ces tableaux-là, on voit ici, par exemple, là, les valeurs seuil de définition, par exemple, si on est les systoliques supérieurs à 123, c'est à 19%, et les diastoliques supérieurs à 67, c'est 5,3%. La même chose pour le jour et la nuit, c'est vraiment les 7,5%. Une fois que ça ne dépasse pas les 60% de mesures élevées, ce n'est pas une tension. Et donc là, regardez, il avait une tension à la consultation qui était élevée. Une fois qu'on a fait le MAPA, là, tout est, il y a des chiffres tensionnels pratiquement durant toute la journée. Donc ce n'est pas, on avait bien raison de demander un holter tensionnel ou un MAPA. Et donc là, regardez là, c'était, et d'ailleurs, même dans les MAPA, il ne faut pas voir les premières mesures, hein. Première mesure, c'est toujours, il a toujours ce système sympathique qui marche. Et donc là, il a toujours des chiffres un peu élevés au début, comme c'est le cas ici. Mais regardez, ça baisse au cours de la journée et ça baisse encore plus au cours de la nuit. Parce que pour le profil tensionnel, je rappelle rapidement le profil tensionnel, c'est que normalement, on a des chiffres tensionnels qui sont dans les normes, mais la nuit, il y a une diminution entre 10 à 20%. C'est ce qu'on appelle le dipine. Hein? Quand on a des patients, normalement, le meilleur profil, c'est le profil qui fait le dépine. Les non-dipères, on va voir par la suite, c'est des patients qui sont aussi des patients à risque. Alors ça, c'est le deuxième patient. Par contre, ça, c'est un patient qui avait déjà un accident ischémique transitoire. Il a 51 ans et il a une pression artérielle à 150/90. Alors la différence ici, c'est qu'il est traité. Est-ce que la même question, est-ce qu'en voyant ces 150/90, est-ce que je vais rajouter le traitement parce qu'il avait fait un AIT et le patient pourtant il prend une bithérapie associant un diurétique et un UEC. Donc ici, on voit bien que c'est le patient c'est un patient qui est connu hypertendu, donc le meilleur moyen c'est l'automesure. Regardez, le patient c'est lui qui a rempli tout le tableau. Et là, on voit bien que au début, c'était des chiffres limites, mais après, c'est des chiffres qui se sont corrigés. Donc, c'était bel et bien comme un sujet qui n'est pas hypertendu. Il a le droit de faire un effet blouse blanche. Même l'hypertendu, il fait un effet de blouse blanche. Donc, là, on est dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que pression artérielle élevée au cabinet, et automesure au MAPA élevé. Et donc là, on est dans l'hypertension blouse blanche qui constitue quand même 15 à 25% des patients. Alors, comme j'ai dit, ça peut se voir chez les patients qui ne sont pas traités, avec une pression artérielle supérieure à 140/90, comme ça peut se voir chez les patients qui sont traités. Et là, on va parler d'une fausse hypertension résistante. C'est-à-dire que dans la résistance, il faut d'abord éliminer l'effet blouse blanche avant de titrer et avant de passer au stade ultérieur. Alors, l'effet blouse blanche, il est observé lors des 2-3 premières visites, puis il s'atténue au cours du temps. Alors, on suspecte alors l'hypertension de blouse blanche quand c'est une HTA grade 1. C'est-à-dire que si vous avez une HTA à 180 de systolique et 110 de diastolique, ce n'est pas la blouse blanche. C'est-à-dire qu'on a le droit de réfléchir et d'attendre que si on a une hypertension artérielle stade 1 ou si on a une tension artérielle qui est un peu élevée chez les patients à faible risque cardiovasculaire. C'est les profils des patients chez qui on doit rechercher un effet blouse blanche. Alors, est-ce qu'elle est bénigne ou maligne? Alors, 3 minutes. Pardon? 3 minutes. Bon, il nous reste encore beaucoup plus de... Ouais? 3 minutes.
Alors, on va faire le vote. S'ils veulent que je continue, je m'arrête, je m'arrête. Alors, pronostic de l'HTA, elle est aussi, ça a été prouvé que finalement, 1 sur 5 patients, elle va développer après une HTA permanente. En plus, il n'est pas dénué de risque. Ils sont pas dénués de risque. Les patients qui font du blouse blanche avec un risque de 33% de faire d'événements cardiovasculaires par la suite et 36% de décès. Alors, le cas numéro 2, c'est un patient qui a 45 ans, qui est sportif. On va faire une épreuve d'effort pour le marathon. Alors là, on trouve une tension artérielle pré-test 138 à 90 mm de mercure. Donc, on l'a fait pédaler quand même. Il a grimpé sa tension artérielle. Donc ici, on est dans l'autre cas de figure, c'est que on a un patient qui a 45 ans, il a quand même de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Ça ne peut pas être expliqué toujours que par l'activité physique intense, mais quand même, il a une HTA il a une pré-HTA. Il a 138 sur 90. Est-ce qu'on va traiter ce patient ou pas? Il a une pré-HTA. Alors, on fait le MAPA. On fait le MAPA justement pour voir comment est le profil tensionnel. Et vous voyez ici que vous voyez là, même s'il a une pré-hypertension artérielle, voire même un profil qui s'approche à la normale, il a une systolique supérieure à 140 à 75%. Regardez même la nuit. Les critères de nuit, ils sont à plus que 100%. Donc, c'est un patient, c'est l'inverse de l'autre patient. Ça veut dire que c'est un patient qui avait des chiffres qui s'approchent à la normale ou bien qui dépassent un peu la normale et qu'il a une hypertension artérielle. Et donc là, on est dans le profil de l'hypertension artérielle masquée. C'est-à-dire que vous avez l'inverse, une pression artérielle normale, et vous avez une hypertension artérielle masquée au MAPA ou en dehors du cabinet. L'HTA masqué, c'est aussi, il a pratiquement le même risque que l'hypertension artérielle, voire même plus, parce que en même temps, c'est des chiffres tensionnels, c'est des patients qui sont sous-traités, et on a un risque qui va dépasser pratiquement un risque x2 par rapport à un patient qui n'est pas hypertendu. Alors, une fois qu'on suspecte une HTA masquée, le MAPA, elle peut rendre service, elle peut faire le diagnostic dans 84% des HTA masqués. Alors, quel type de patient va faire l'HTA masqué? C'est en général les jeunes avec une pression artérielle, mais chez qui on trouve des choses qui ne collent pas. Ça veut dire qu'on trouve à l'ECG une hypertrophie ventriculaire gauche qu'on n'arrive pas à expliquer par des chiffres tensionnés qui sont normaux. Alors que lui, durant toute la journée, c'est parce qu'il a trop de vagal quand il vient à l'hôpital qu'il a une tension basse. Mais le reste de la journée, il a une hypertension chronique. Et donc, ce qui explique un peu la souffrance viscérale, ou bien les patients qui ont une histoire familiale d'HTA chez les deux parents. Alors, les facteurs prédictifs d'HTA masqué, c'est les patients qui prennent de l'alcool, les tabagiques, les diabétiques, les hommes plus que les femmes, et les patients qui ont des antécédents d'hypertension artérielle. Alors là, comme j'ai dit, c'est un risque 2 fois jusqu'à 3 fois de mortalité par rapport à un patient non hypertendu. Un petit point sur un mot sur l'HTA nocturne qui rejoint l'HTA maxi, qui rejoint le masqué, et donc il a aussi le même pronostic. Alors là, moi, c'est en fait, si j'ai une slide vedette, c'est là, dans ce film-là, la vedette là, c'est cette slide-là, de prise en charge des patients en fonction des chiffres tensionnels. Vous avez une tension inférieure à 130 sur 85. Là, c'est des normotendues très probables. Donc, il faut remesurer dans 1 an et 6 mois, tous les 6 mois, s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire. Vous avez des chiffres tensionnels au cabinet entre 130 et 140, 85 et 89. Là, on s'approche à quel profil, à votre avis? HTA masqué. Donc, HTA masqué, il faut traiter, il faut la considérer comme une hypertension artérielle, modification de mode de vie et envisager un traitement anti-hypertenseur. Vous avez une tension quand même de grade 1, HTA 140 sur 159 et une diastolique entre 80 et 90 et 99, c'est une HTA blouse blanche. Là, il faut aussi la modification de mode de vie et il faut traiter si c'est un risque élevé, c'est-à-dire s'il est diabétique, s'il a une insuffisance rénale. Donc, s'il a les facteurs de risque cardiovasculaire, il faut traiter parfois même ces patients qui ont une HTA blouse blanche
ou bien il a un patient qui a un risque très élevé de maladie cardiovasculaire, par exemple un patient qui a déjà fait un AIT, un patient qui a déjà fait un infarctus de myocarde. Il ne faut pas s'attendre à avoir que de parce que même cette hypertension réflexe, ça pourrait nuire au pronostic immédiat. Il ne me reste pas beaucoup. Alors, par contre, si vous avez une 160 à 100 sur 100, là, c'est une HTA permanente très probable. Alors, il faut traiter immédiatement si vous avez 180 sur 100 ou atteinte d'organes cibles, ou attendre quelques jours pour confirmer hors cabinet. L'enfant, un grand oublié, 2 diapositives, il ne faut pas oublier, les enfants font aussi une hypertension artérielle, 3,5% des enfants et des adolescents, jusqu'à 24% chez les patients, chez les enfants obèses ou en surpoids. Il faut d'ailleurs les recommandations, il faut mesurer la tension artérielle chez tous les enfants de façon annuelle à partir de l'âge de 3 ans, avant l'âge de 3 ans chez les patients, chez les enfants prématurés ou avec un retard de croissance intra-utérin. Moins de 1%, c'est 99, c'est secondaire. Alors vous voyez, adolescents, 85 à 95% sont essentiels, même s'il est adolescent. Et surtout, on pense à l'essentiel quand il y a des antécédents familiaux d'HTA, un surpoids, une obésité, des apnées de sommeil ou un petit poids de naissance. En conclusion, on ne fait jamais notre travail parfait. La mission, toujours, elle est impossible, même généraliste, cardiologue, néphrologue, on rate toujours des patients. Il ne faut surtout pas rater les patients qui vont mourir, c'est ce que j'ai montré ici, un loup et qui est à l'intérieur d'un bétail. Et j'insiste sur puisque le thème c'est la médecine générale, maintenant les Britanniques, ils préconisent plutôt la consultation à domicile et le médecin de famille qui va faire le diagnostic chez le patient et pas le patient qui va venir, ou bien même si on veut être parfait, pourquoi pas la télémédecine pour améliorer le pronostic de nos patients. Je vous remercie.